Étienne Klein, bonjour. Le LHC vient de redémarrer, mais c'est quoi juste le LHC? C'est une très grande expérience de physique, c'est peut-être la plus grande jamais réalisée. En fait, ça consiste en un anneau circulaire situé dans un tunnel qui fait 27 km de circonférence. C'est l'équivalent du périphérique parisien pour ce qui est de la longueur. Et dans cet anneau, on fait tourner des protons quasiment à la vitesse de la lumière dans un sens, et puis d'autres protons dans l'autre sens. Et plusieurs fois par tour, on organise des collisions entre ces deux faisceaux qui circulent en sens inverse. Et comme les protons ont été auparavant accélérés, ils ont beaucoup d'énergie, et on recrée grâce à ces collisions, dans un tout petit volume, les conditions physiques de l'univers primordial. Donc c'est une machine destinée à mieux comprendre les phénomènes physiques qui se sont déroulés très tôt dans l'histoire de l'univers. Alors le LHC avait été lancé officiellement en septembre 2008 et puis il avait été arrêté très rapidement suite à quelques problèmes techniques. Il a fallu à peu près un an, un petit peu plus d'un an pour procéder aux réparations. Et là, depuis fin novembre, il redémarre. Il redémarre vraiment, a priori. Qu'est-ce qu'on a fait depuis son redémarrage? Aujourd'hui, on travaille avec un faisceau de basse intensité. On a une énergie qui est de plus de 1 TeV, donc 1000 GeV par faisceau, ce qui fait du LHC la machine la plus puissante au monde, plus puissante que la machine américaine qui s'appelle le Tevatron. Et petit à petit, on va monter l'intensité du faisceau pour avoir plus de collisions. Et puis ensuite, on va monter l'énergie pour, dans une première étape, faire des collisions de 3,5 TeV contre 3,5 TeV. Donc au total, 7 TeV dans la collision, ce qui est la moitié de l'énergie finale qu'on atteindra beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de test. Phase de test à la fois de la machine et des détecteurs qui sont censés recueillir les traces des particules qui sont créées par les collisions. Malgré tout, il y a déjà des publications. Il y a déjà des publications, notamment une de la collaboration qui s'appelle Alice. Alice qui a pu mesurer une courbe de résonance pour une particule qui s'appelle le K-short. Bon, peu importe les noms, mais voilà, on est déjà capable de faire des publications sur des événements ou des phénomènes qui n'avaient jamais été observés avec une telle finesse qu'au LHC. Là, le LHC a été arrêté pendant les vacances, disons. Oui, parce que le courant électrique coûte cher. Voilà. Et il va redémarrer, les expériences vont redémarrer là très bientôt. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Ben, en fait, vous savez, le LHC il a été construit à l'origine et conçu par des physiciens qui s'intéressaient au problème de la masse. Pourquoi les particules ont-elles une masse? D'après nos équations, il serait beaucoup plus naturel que les particules n'aient pas de masse. En réalité, on mesure qu'elles en ont une. Donc il faut expliquer cette différence qu'il y a entre les théories et puis les mesures. Et la façon de comprendre ce phénomène, c'est de dire que finalement, les particules n'ont pas vraiment une masse. C'est-à-dire que la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules, c'est une propriété qu'elles acquièrent en interagissant avec le vide, qui en fait n'est pas complètement vide. L'idée qu'on a, c'est que le vide contient une sorte de champ, une sorte de confiture, si vous voulez, qui est étalée dans tout l'espace, et les particules ont une sorte de cuillère qui trempe dans cette confiture, plus ou moins profondément, et plus la longueur de la cuillère dans la confiture est importante, et plus la particule ressent de la masse. En fait, elle est freinée par cette interaction avec ce champ, qu'on appelle le champ de Higgs, et ce qu'on voudrait voir, c'est les particules qui sont les quantas de ce champ, et qu'on appelle les bosons de Higgs. Donc on pense que la masse des particules vient d'une interaction qu'elles ont avec des bosons de Higgs qui les ralentissent et leur donnent ce que nous on appelle de la masse. Le boson de Higgs, s'il n'existe pas, on aura du mal à comprendre que les équations qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, qui ont très bien fonctionné, aient fonctionné. Il y a une sorte de contradiction entre l'efficacité prédictive de ce qu'on appelle le modèle standard, donc le modèle qu'on utilise en physique des particules, et puis l'absence de Higgs. Le modèle standard réclame le boson de Higgs. On voudrait vérifier ce scénario, et ça suppose de découvrir ce boson de Higgs, ce qu'on pourra faire lorsque l'LHC aura atteint des énergies plus élevées qu'aujourd'hui. Et ça veut dire très rapidement ou pas? Ça veut dire sans doute dans l'année 2010, et comme cette particule va être difficile à identifier, il va falloir beaucoup de prises de données, beaucoup de collisions enregistrées pour être sûr que le signal qu'on obtiendra correspond bien à cette particule. Et donc ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années peut-être aussi. La suite, ça ne sera pas un collisionnaire circulaire comme le LHC,
parce que la suite est déjà dessinée, est déjà dans les cartons. Ça sera deux collisionneurs linéaires, avec d'un côté des électrons qu'on amènera à la vitesse de la lumière et à très haute énergie, et de l'autre côté, l'antiparticule de l'électron, qui s'appelle le positron, qu'on amènera en sens inverse sur un autre accélérateur linéaire, faire des collisions au milieu à très haute énergie. Et ça sera donc la prochaine machine après le LHC. Si au LHC, on ne voit rien d'intéressant à part le boson de Higgs tel qu'on l'attend et rien d'autre, peut-être qu'on aura du mal à politiquement justifier de tels investissements. Donc la suite de l'histoire dépend du LHC, de ce qu'il va trouver ou ne pas trouver. Et donc on est, pour ce qui est de la physique des particules, à une véritable croisée des chemins. Étienne Klein, merci. Merci à vous.